Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Chroma. Hey, vous connaissez Pelicano? Jérémy, tu connais Pelicano? Oui? Tu peux me préparer un petit sujet sur Pelicano pour pas que j'ai à faire d'intro? Non? En échange de ce superbe pins qui résume à merveille la fin d'une époque et qui semble faire briller tes yeux de désir? Et il y a là, au rythme des battements frénétiques d'un cœur pur, inondé d'envie, voyageant tout droit vers la lointaine lumière vacillante de l'espoir, entraîné par le furieux tourbillon des mots, son esprit engorgé de savoir, s'enivrant jusqu'à l'extase, à la cascade de la connaissance. Oh, voyageur à l'âme immaculée. Merci. Donc, laissez-moi vous parler de Pelicano. El Pelicano es un género de aves marinas, famoso por su enorme pico. Muy grande, picos. Ok, je vais faire moi-même. Donc, laissez-moi vous parler de l'affaire Pelicano. Con Julia Roberts. Tout commence le 20 juin 2002, lorsqu'Anita Bush, journaliste au magazine Hollywood Reporter, découvre sur le pare-brise de sa voiture une rose rouge, un poisson mort et le mot stop écrit sur une note. Elle travaille alors sur deux affaires. La première concerne les liens qu'entretiendrait Steven Seagal avec la mafia, et la seconde s'intéresse à Michael Ovitz, ancien président de Disney qui, comme Steven Seagal, fait régulièrement appel au détective privé le plus en vogue à Hollywood qui s'appelle Pelicano. Anthony Pelicano, et c'est la raison pour laquelle Jérémy ne pourra sûrement pas terminer sa superbe mais à jamais incomplète collecte de pins. Lors d'une perquisition chez Pelicano, les agents découvrent que ce dernier est en possession déjà d'une flopée d'armes et d'explosifs, ce qui n'est jamais très rassurant, vous en conviendrez, mais surtout d'une gigantesque quantité d'enregistrements illégaux faits à l'insu de ses clients, des enregistrements qui concernent tout le gratin d'Hollywood. Très bien, celui qui s'occupe des illustrations est immédiatement renvoyé. Après la pause déjeuner. En fait, Pelicano enregistrait tout. Les conversations avec ses clients, avec les avocats de ses clients, avec ses propres avocats. Il avait des dizaines d'heures d'enregistrements archivés, avec, dans le tas, évidemment, un paquet d'infos compromettantes. Et en temps normal, ce genre de scandale de tabloïd ne m'intéresse absolument pas, sauf qu'en l'occurrence, il y a un enregistrement qui va avoir une importance considérable. L'enregistrement en question concerne le réalisateur John McTiernan, qui en 2002 demande à Pelicano de mettre sur écoute Charles Roven, son producteur, qu'il soupçonne de vouloir saboter le tournage d'un de ses films. C'est la deuxième fois qu'il fait appel à Pelicano après avoir déjà recouru à ses services en 1997 pour son divorce. En 2006, un agent du FBI appelle McTiernan au téléphone et lui demande combien de fois il a fait appel à Pelicano. McTiernan répond une seule fois pour mon divorce et n'évoque pas la mise sur écoute de son producteur. Et ça s'appelle mentir à un agent fédéral. Et c'est rarement une bonne idée. C'est vrai. Quelle couleur? Bleu? Bref, l'affaire détruira la carrière de McTiernan et lui fera purger une peine de prison d'1 an en 2012, ce qui fait de lui la seule et unique personne, excepté Pelicano évidemment, à avoir été condamnée dans cette affaire. L'ironie étant que, selon la loi américaine, la mise sur écoute tombait sous le coup de la prescription, donc s'il avait simplement dit la vérité, il aurait jamais été emmerdé pour ça. Et aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser au film qui est à la source de toute cette histoire. Le film que John McTiernan, sûrement un des réalisateurs d'action les plus décisifs de ces 30 dernières années, considérait comme tellement important qu'il a été prêt à risquer sa carrière et sa vie pour le sauver. Ça doit être un super film. Pingouin. Quoi? Pardon. Joker. Alors, Rollerball est un film nippo-germano-américain sorti le 8 février 2002 aux États-Unis, réalisé donc par John McTiernan, génial réalisateur responsable des fantastiques Predator, À la poursuite d'Octobre Rouge, Last Action Hero et surtout Die Hard 1 et 3, deux films d'action majeurs dont le premier a sûrement redéfini le genre. Excusez du peu. Le film est le remake d'un long métrage de science-fiction éponyme de Norman Jewison sorti en 1975, qui lui-même est l'adaptation de la nouvelle Rollerball Murder de William Harrison. La nouvelle, comme le premier film d'ailleurs, est ce qu'on appelle une dystopie. Stoppie. Ta gueule. La dystopie est un type de récit de science-fiction qui se déroule dans un futur qui a mal tourné. C'est l'inverse de l'utopie. Les exemples de dystopie sont nombreuses dans l'histoire de la fiction. On peut citer les romans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ou encore des centaines de milliards d'autres livres, bandes dessinées, films, séries télé ou même albums musicaux. La dystopie est donc un concept surreprésenté dans la fiction. Simplement parce que le procédé permet de souligner les dysfonctionnements Fonctionnement. Ta gueule. de nos sociétés, en poussant à l'extrême leur idéologie. Une très jolie phrase de Jacques Chambon dans la préface du classique Fahrenheit 451 décrit assez bien ce qu'est la dystopie. Selon lui, cela consiste à projeter dans le futur une situation contemporaine en la radicalisant, en la grossissant, de façon à lui donner valeur de cri d'alarme. Dans le cas du Rollerball original, il s'agit d'un pamphlet qui critique à la fois la puissance des multinationales et l'industrie du sport. Le film jouit d'une certaine notoriété, en particulier pour les scènes de rollerball, un sport du futur ultra violent, des scènes qui d'ailleurs inspireront un jeu vidéo du nom de Rocketball sorti sur Commodore 64, attention, ça décoiffe. Mais là n'est pas le propos puisqu'aujourd'hui, c'est le remake qui nous intéresse. Donc Jonathan Cross est un sportif de l'extrême qui espère faire carrière dans le hockey jusqu'au jour où son ami Marcus Ridley, interprété par LL Cool J, rappeur-acteur Racteur. dont le pseudonyme signifie Ladies Love Cool James, propose à Jonathan de venir faire avec lui du rollerball, un sport underground ultra violent dont le championnat se déroule au Kazakhstan. Jonathan, le héros du film, est interprété par Chris Klein, qu'on connaît surtout en France pour son rôle dans American Pie, mais qui joue aussi dans le fantastique Election ou L'arriviste en français, le deuxième film d'Alexander Payne que je vous recommande énormément, au même titre que tous les autres. Un choix d'acteur assez intéressant
intéressant dans le cas de Rollerball. Qui me fait personnellement penser à la démarche de Paul Verhoeven qui choisit de prendre Casper Van Dien dans son génial, fantastique, légendaire Starship Troopers. L'idée étant de caster un acteur beau gosse et plutôt générique pour briser ce côté lisse et fade en les mettant dans des situations extrêmes. D'ailleurs, Verhoeven a souvent fait ça puisque Casper Van Dien n'est qu'un exemple parmi plusieurs autres d'acteurs de sitcom qu'il a débauché. Je vous avoue par contre qu'un détail me trouble. Dans Rollerball, comme d'ailleurs dans American Pie, le personnage de Chris Klein a du mal à pécho. Imagine un patelin où même les bouffons blancs dans ton genre arrivent à tirer leur co. Je te crois pas. Donc Bob le Moche accepte et devient en une ellipse la plus grande star de l'histoire du Rollerball. Parce que c'est l'élu. Non, bon, c'est une blague qui marche que si on sait que c'est Keanu Reeves qui devait avoir le rôle. Et on a du coup le droit d'assister à un match de Rollerball qui va nous permettre, bon déjà d'en apprendre les règles parce qu'apparemment elles sont répétées au début de chaque match. L'équipe qui entre en possession de la balle doit d'abord parcourir le terrier de lapin. Blablabla, on s'en fout, et de nous introduire au reste des personnages du film en plein concours d'accent raciste. C'est vraiment très simple. Aussi simple que d'utiliser Lifesteal, le préservatif pour les femmes avant un rapport. Gagné haut la main ma foi par notre Jean Reno national qui s'il avait été mathématicien aurait pu faire des calculs et ça aurait fait une super blague. Mais qui ici se contente d'interpréter Alexis Petrovitch, le Seb Blatter russe du Rollerball, et qui se double lui-même pour la version française du film, ce qui signifie qu'on a le droit en VF à Jean Reno qui parle français avec un accent russe à couper au couteau, doublé Jean Reno qui parle en anglais avec un accent russe à couper au couteau, et ça, mes amis, passez-moi l'expression, mais c'est de la bombe de balle. Vodka. Bref, le match se déroule normalement jusqu'au moment où un des joueurs de l'équipe de Bob le Moche se fait fumer la gueule, ce qui a pour effet de faire grimper l'audimat instantanément. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un copain qui meurt la tête éclatée sous nos yeux? On se la donne? En disco club. Heureusement, entre deux shots de Vodka. nos héros sont rattrapés par leur lucide perspicacité et commencent à se poser moult questions qui, j'en suis sûr, ne vous ont pas du tout effleuré l'esprit jusqu'ici, telles que « Hey, c'était quand même chelou cet accident, non ?» Frappé par un éclair de clairvoyance étrangement teinté d'idiote innocence, Bob le Moche prend une décision. J'ai envie de parler. Faut qu'on le dise à Petrovitch. Pardon, quoi? Faut qu'on le dise à Petrovitch. Non mais ça j'ai bien compris, mais avant. Voilà, ce jump cut, la sortie nulle part, qu'est-ce que c'est quoi ça? Ça signifie quoi? C'est une ellipse? Ça veut dire qu'il se téléporte de quelques centimètres peut-être? Désolé, là je fais mon connard tatillon, mais j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. C'est quand même super chelou, vous en conviendrez, d'autant que si vous tendez un peu l'oreille, J'ai envie de parler. Faut qu'on le dise à Petrovitch. y a pas de coupe dans la musique. Donc ça veut dire... ça veut dire que la bande-son a été ajoutée aux images, donc le moment qu'on nous montre ne s'est pas vraiment passé... Oh mon dieu, on est dans un film... Mais oui, d'accord, évidemment qu'on est dans un film, mais je veux dire, c'est pas normal que je m'en fasse la remarque. C'est juste une erreur de montage. Certes, peut-être, mais elle est absurde. Regardez, la situation est simple. On a un personnage qui se tourne vers la mezzanine, voit la porte du bureau de Petrovitch et décide que... Faut qu'on le dise à Petrovitch. Une situation plutôt simple donc. Sur la porte du bureau, il y a 3 plans qui se suivent, chacun avec des échelles de plans différentes. Large, moins large et encore moins large. Il suffisait de prendre le plan où il regarde en l'air et de le mettre entre un des plans en question. Que le syndicat de Paris les a sûrement forcés à faire ça ou quelque chose dans ce genre-là. Notre écraseur et on joue les playoffs. Tu peux pas essayer de la boucler? Non, si j'ai envie de parler. Faut qu'on le dise à Petrovitch. Ce qui en plus respecte exactement la durée de la séquence, donc c'est quand même une erreur très très chelou. Qui, étrangement, se répète tout au long du film. Des jump cuts, des actions répétées 2 fois, des ralentis complètement aléatoires suivis de jump cuts. Ce film bégaye, quelqu'un fait bégayer ce film et je trouve ça très étrange. Bref, tu disais. Faut qu'on le dise à Petrovitch. Mais non mais ça aussi c'est n'importe quoi. Il te semble vraiment honnête, lui, le milliardaire à la tête d'un sport underground ultra violent dont le championnat se déroule dans ce qui est très nettement décrit comme une dictature totalitaire? Faut qu'on le dise à Petrovitch. Bien, au nom du Tout-Puissant, de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te donne le nom de Bob le Con. Bref, après avoir craché le morceau, Bob le Con rejoint sa chère et tendre, une autre joueuse de rollerball qui lui a préparé une super soirée, Charmant. et lui explique, attention à ne pas vous chier dessus de surprise, que Petrovitch est un traître. Ça va, j'ai pas fait. Ils décident donc de se la jouer Scooby-Doo et d'enquêter eux-mêmes sur l'affaire, mais sont piégés par un homme de moufle. C'est un homme de main qui sait pas se battre. Ce qui confirme leurs soupçons et les persuade d'être au cœur d'une sale affaire de corruption. Après ça, on prend un avion et on s'envole pour la Mongolie. Je ne veux rien savoir. Et match après match, accident après accident, l'étau se referme sur le Scooby Gang jusqu'à ce que Ladies Love Cool James lui-même soit victime de ce terrible sport qu'est le jeu de boules. L'heure n'est plus à la galéjade, il s'agit de mettre les voiles pronto et à peine sorti de l'hôpital, Ladies Love Cool James et Bob le Con se carapatent et filent droit vers la frontière russe. Bon, on arrête tout. Mais non mais pas tout. Le petit chien? Rallume la lumière. Ça marche pas. Alors, mets un night shot. Voilà. Ça, c'est un night shot. Appui lumière, night shot. Ça vous choque pas parce que vous savez que je suis filmé et que la caméra qui me filme existe puisque je m'en sers pour m'adresser à vous. Mais si je devais faire un contre-champ, Bonsoir. ou une séquence de fiction, tiens vas-y Jérém, fais une séquence de fiction. Hélas, pauvre Yorick. Je le connaissais bien, Horatio.
Alors je me contenterai de faire une ambiance de nuit, parce que les caméras qu'on utilise n'existent pas dans la diégèse, donc l'univers interne de l'émission. Dans le cadre Rollerball, on assiste à quelque chose de très étrange encore une fois. Les caméras ne sont pas au même endroit que les personnages. Les personnages sont en train de se tirer la bourre poursuivis par des avions au Kazakhstan, dans la diégèse du film, et les caméras, elles, sont en train de filmer des acteurs à Lethbridge, à Alberta, au Canada, sur le tournage du film. Très étrange, vous disais-je. Parce que de deux choses l'une, soit vous ne savez pas du tout ce qu'est un night shot, auquel cas vous allez juste vous demander pourquoi c'est ouvert, soit vous savez très bien ce que c'est, donc vous savez que ça n'a pas de sens que les caméras en soient équipées parce qu'elles n'existent pas dans le film. Et chose encore plus dingue, cette scène a été un vrai challenge technique et toute l'équipe a dû bosser avec des lunettes à vision nocturne pour la tourner, ce qui signifie qu'il s'agit d'une vraie intention de mise en scène. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'on y reviendra. Tu peux rallumer pour de vrai cette fois. Donc ils sont poursuivis, Jean Reno bute Ladies Love Cool James et rattrape Bob Lecon pour l'obliger à continuer sa carrière. Ce dernier fait semblant de jouer le jeu à condition que sa chair et tendre soit mutée dans une autre équipe, mais Jean Reno, qui semble très attaché à rester dans sa caricature raciste de russe fourbe, le piège en la faisant jouer dans l'équipe que Bob Lecon doit affronter le soir même. Ce qui nous amène au troisième et dernier match du film avec la petite particularité qu'il n'y a plus qu'une seule règle. Il n'y a plus de règles. Ah bah si, il y en a au moins une. T'as dit qu'il y en avait plus qu'une. Du coup, il y en a une. Sauf que si la règle, c'est qu'il y en a plus, alors il y en a plus, mais du coup, il y a pas celle-là non plus. Et donc, il y en a, parce qu'il y a plus celle où il y en a plus. Non mais parce que si on dit qu'il y en a plus qu'une... C'est donc un combat à mort que vont se livrer les participants de cet ultime match puisqu'il n'y a plus de pénalité d'aucune sorte. Les adversaires de Bob Lecon s'en donnent à cœur joie en lui bousillant la gueule et je les en remercie pour les jolies grimaces qu'ils nous offrent en retour. Et poussé à bout, notre héros fait une ultime pirouette qui excite à mort le présentateur et défonce la tête de Jean Reno avec une rollerball qui, je pense, rebondit sur le clavier du monteur du film. Dernière confrontation, Jean Reno tire au fusil à pompe sur Bob Lecon qui part la balle avec un tabouret. Pas très puissant ce fusil à pompe. Et le bras droit de Jean Reno, qui jusqu'ici n'avait aucune importance, fait office de boss final que Bob fait valdinguer d'un coup de fusil à pompe. Plutôt puissant ce fusil à pompe. Et attention, on arrive à la fin et je suis pour le coup obligé de vous la spoiler comme un porc pour pouvoir aboutir à ma conclusion, mais en même temps il y a vraiment aucune surprise dedans. Donc le gentil gagne, il se barre avec la fille, tout va bien, il y a une révolution de fous dans le pays et c'est la fin de Rollerball de John McTiernan. Et ma conclusion va nécessiter quelques précisions. Pour commencer, Rollerball de John McTiernan n'existe pas. Oh, mais non, mais c'est pas fini, bande de cons. Merci. Le film que vous venez de voir est une version charcutée, mutilée, déchiquetée de Rollerball de McTiernan. Il est de notoriété publique que le résultat est diamétralement opposé à ce que le réalisateur désirait. La faute à une longue série de désaccords entre ce dernier et ses producteurs, qui culminera dans la mise sur écoute de l'un d'eux par McTiernan, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo. Et tout un tas de défauts du film découlent directement de ces mésententes, qui ont été un prétexte à d'innombrables réécritures et remontages. C'est comme si on se retrouvait devant un repas qui aurait été mangé, puis vomi, puis remangé par quelqu'un d'autre, puis revomi, puis remangé, puis revomi, puis remangé. Puis chier. Et c'est évidemment pas le seul. Nombre de films, et particulièrement de films hollywoodiens à gros budget, ont souffert de ce traitement. Mais le cas de Rollerball est très particulier. Et pour comprendre pourquoi, on va partir d'une thèse assez simple. Et ma foi, très bien décrite dans le très bon livre d'Éric Dufour, La valeur d'un film, que je vous recommande volontiers. Tous les films sont politiques. Bon, jusqu'ici c'est un peu con, tout est politique, juin. Mauvais mois. Mais tous les films, du moins tous les films figuratifs, sont politiques à deux niveaux différents. En premier lieu parce qu'ils mettent en scène des individus et donc des rapports sociaux entre des individus. Déjà, ça décrit forcément un système politique, économique et social, mais il n'y a pas que ça. La façon dont les films sont découpés, la façon dont les films sont montés, est politique. Et je vous propose de me suivre dans cette magnifique machine à remonter le temps. Bon, c'est juste un truc pour embobiner la VHS, mais bref. On est dans les années 20. Non mais pas littéralement. Et dans les années 20 s'opposaient déjà plusieurs façons de percevoir le montage. Dans le cinéma américain d'abord, D.W. Griffith, un réalisateur extrêmement célèbre, a déjà perfectionné une structure de récit qui est encore aujourd'hui d'actualité dans tout le cinéma hollywoodien d'ailleurs, et qui consiste à utiliser le montage pour rendre le film homogène et fluide. Je vais pas m'attarder sur le comment et le pourquoi de cette fluidité parce que je reviendrai dessus dans un autre épisode en utilisant un autre livre. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette homogénéité n'est pas neutre, comme on pourrait le penser si on est habitué au cinéma américain. Elle est orientée politiquement, et a même été considérée comme bourgeoise par quelqu'un qui, pour le coup, est un des cinéastes et théoriciens russes les plus fantastiques qui ait jamais existé, Sergei Eisenstein. Alors évidemment, si vous êtes un tant soit peu cinéphile, vous connaissez très bien Eisenstein, mais si ce n'est pas le cas, je vous ordonne de voir ses films, et de vous plonger dans son cinéma et dans ses théories, puisqu'il a aussi beaucoup écrit. Et d'ailleurs, Internet le permettant, je vous laisse un lien vers une excellente conférence de Jacques Aumont au Forum des Images, qui vous expliquera tout sur le concept de montage d'attraction. Eisenstein, donc, en opposition à la fluidité de la structure du récit américain, propose ce qu'il appelle le montage dialectique. Et là, pour le coup, je cite directement Éric Dufour dans La valeur d'un film, qui dit que c'est la même technique que dans le cinéma américain, mais utilisée autrement, qui permet de faire advenir un montage organique, qui transforme le contenu et fait même advenir un nouveau contenu, une vision marxiste de la société. Ce nouveau contenu advient lorsque la série successive de gros plans permet de donner une image, un visage, aux opprimés qui d'un seul coup décident de lutter. La série intensive de gros plans, c'est la révolution qui naît. Et qu'est-ce que j'ai dit à la fin de la chronique sur Rollerball ? Vomi, remanger, revomi...
Chier. Non, j'ai évoqué très rapidement que ça se termine par une révolution. Si je l'ai évoqué très rapidement, c'est simplement parce que ça passe très rapidement dans le film. Et si ça passe très rapidement dans le film, c'est simplement parce que le film a été charcuté. Il y avait tout un autre film avec pour point central cette révolution dans Rollerball, qui a été simplement découpé du scénario. Et à partir de là, je suis obligé d'en rester à des suppositions du coup, mais selon moi, l'enjeu du film était de faire un grand film politique populaire anticapitaliste, dont la charge pamphlétaire serait aussi contenue dans sa structure, autant dans la forme que dans l'histoire du film. C'est pour ça, selon moi, que l'intrigue a été déplacée vers l'Est, par exemple, l'original se passant aux États-Unis. C'est aussi pour ça, selon moi, qu'existe cette séquence Night Shot, qui peut déjà beaucoup mieux se comprendre quand on admet que l'homogénéité et la cohérence narrative du film ne comptent pas, et que les plans sont des idéogrammes chargés de sens. Là, en l'occurrence, il y a une volonté de rappeler aux spectateurs les images de la première guerre du Golfe. Sauf que vu que le message politique du film a été aspiré, on se retrouve juste devant une séquence toute verte. Par contre, il y a un truc que je ne m'explique pas du tout, c'est ce bruitage. Ça, j'ai trouvé la réponse dans aucun livre. Et je dirais aussi, pour finir là-dessus sur une touche de poésie, que toutes les petites erreurs de montage parsemées dans le film sont comme des cicatrices d'une opération réalisée par un trafiquant d'organes alcooliques. Des cicatrices pleines de pus. Donc, les coupes qu'a dû subir Rollerball ne sont pas juste un acte de censure esthétique, genre on va en amoindrir la violence comme ça se fait tout le temps. Enfin si, il y a aussi eu ça, il y avait vachement plus de sang à la base, mais surtout il s'agit d'un retournement idéologique, qui s'est opéré en modifiant la forme du film, en la forçant à adopter une structure plus américaine, avec un héros qui a sa place logique de héros. Et le choix d'acteur, qui me paraissait ironique, devient normal. Le film ressemble à son personnage principal, et ça aurait eu tout autant de sens avec Keanu Reeves, justement parce qu'il est l'élu. C'est comme une greffe forcée d'Hollywood. Et ça sera ma dernière métaphore chirurgicale, mais c'est pas fini. Putain, j'ai un voisin. Encore une fois, je vous rappelle quand même que ce que je le dis sur un film qui n'existe pas, donc tout est à prendre avec des pincettes, mais il y a quand même déjà pas mal d'audace de montage qui me permettent de dire qu'on sent que le montage a été aseptisé, ou hollywoodisé, je sais pas si ça se dit. Et en plus de ça, il y a encore un autre degré de subversion qui venait s'ajouter, puisque je pense que cette idée, il aurait pu la faire passer à un large public américain par un biais que je trouve très bien trouvé. Le clip. Puisque s'il y a bien un endroit où tout le monde admet sans broncher les audaces de montage, c'est le clip. Il y a une tonne de clips qui contiennent des excentricités de montage qu'on trouve plutôt dans le cinéma expérimental. Et dans Rollerball, on sent clairement, et ça même dans le film qui existe, une volonté de détourner les codes d'MTV. Mais vu que toute la charge critique du film a été évacuée, ça les détourne pas, ça les utilise d'une manière tout à fait classique. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de Rollerball, ça me paraissait être un cas très particulier et assez fascinant. Même si ça me fait un peu chier de le faire parce que... John McTiernan lui-même a demandé à ce qu'on oublie le film. Donc vous pouvez toujours le regarder si vous le sentez, mais il va falloir faire l'effort de l'oublier. Et pour l'oublier, en plus d'Eisenstein, regardez d'autres McTiernan. Voilà, il a quand même chié une pelletée de chefs-d'œuvre, bon, que vous connaissez sûrement, mais vous pouvez aussi regarder ses films moins connus, comme Nomads, Medicine Man, L'affaire Thomas Crown, Basic, Le 13e guerrier, qui lui aussi en a chié pour le coup. Bon, il n'y a pas que des classiques dans ce que je viens de citer, mais je considère tous ces films comme très intéressants. Bref, regardez ces autres films et servez-vous-en pour évacuer Rollerball, pour ne pas laisser McTiernan devenir un nouveau Maurice Foron. Maurice qui? C'était il y a 2 mois, j'avais besoin de prendre une petite pause entre 2 tournois de bobsleigh. J'étais en quête d'aventures nouvelles et je suis allé dans un bar dans lequel j'avais jamais foutu les pieds. Le bar était super bien entretenu mais complètement vide. Je me suis dit, cool, j'aime pas les gens. Je commande une bière, le barman me la sert et ouvre la conversation par un « Salut, moi c'est Maurice. Maurice Foron. » Enchanté, lui répondis-je, moi c'est Karim. Dis-moi, c'est un chouette bar que t'as. Pourquoi c'est tout vide? Et il me répond en me disant, tu vois ce bar sur lequel tu poses ton verre? C'est moi qui l'ai construit. Scié, cloué, collé, vissé. Tu crois que les gens dans la rue ils disent « Hey, c'est Maurice Foron. Il a fait son bar de ses propres mains. » Non, ils disent pas ça. Et tu vois ce tabouret sur lequel ton cul est posé? C'est moi qui l'ai fait. J'ai fait tous les tabourets de ce putain de bar. Scié, collé, cloué, vissé. Et tu crois que les gens dans la rue ils disent « Hey, c'est Maurice Foron. Il est tellement perfectionniste qu'il a fait tous les tabourets de son bar. » Non, ils disent pas ça. Par contre, t'encules une chèvre une fois... Nouvelle, comme le premier film d'ailleurs, est ce qu'on appelle une dystopie. Stopie. Ta gueule. La dystopie est un type de récit de science-fiction qui se déroule dans un futur qui a mal tourné. C'est l'inverse de l'utopie. Les exemples de dystopie sont nombreuses dans l'histoire de la fiction. On peut citer les romans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ou encore des centaines de milliards d'autres livres, bandes dessinées, films, séries télé ou même albums musicaux. La dystopie est donc un concept surreprésenté dans la fiction. Simplement parce que le procédé permet de souligner les dysfonctionnements Ta gueule. de nos sociétés, en poussant à l'extrême leur idéologie. Une très jolie phrase de Jacques Chambon dans la préface du classique Fahrenheit 451 décrit assez bien ce qu'est la dystopie. Selon lui, cela consiste à projeter dans le futur une situation contemporaine en la radicalisant, en la grossissant, de façon à lui donner valeur de cri d'alarme. Dans le cas du Rollerball original, il s'agit d'un pamphlet qui critique à la fois la puissance des multinationales et l'industrie du sport. Le film jouit d'une certaine notoriété, en particulier pour les scènes de Rollerball, un sport du futur ultra violent, des scènes qui d'ailleurs inspireront un jeu vidéo du nom de Rocketball sorti sur Commodore 64, attention, ça décoiffe.
Mais là n'est pas le propos puisqu'aujourd'hui, c'est le remake qui nous intéresse. Donc Jonathan Cross est un sportif de l'extrême qui espère faire carrière dans le hockey jusqu'au jour où son ami Marcus Ridley, interprété par LL Cool J, rappeur-acteur, dont le pseudonyme signifie Ladies Love Cool James, propose à Jonathan de venir faire avec lui du rollerball, un sport underground ultra violent dont le championnat se déroule au Kazakhstan. Jonathan, le héros du film, est interprété par Chris Klein, qu'on connaît surtout en France pour son rôle dans American Pie, mais qui joue aussi dans le fantastique Election ou L'arriviste en français, le deuxième film d'Alexander Payne que je vous recommande énormément, au même titre que tous les autres. Un choix d'acteur assez intéressant dans le cas de Rollerball. Qui me fait personnellement penser à la démarche de Paul Verhoeven qui choisit de prendre Casper Van Dien dans son génial, fantastique, légendaire Starship Troopers. L'idée étant de caster un acteur beau gosse et plutôt générique pour briser ce côté lisse et fade en les mettant dans des situations extrêmes. D'ailleurs, Verhoeven a souvent fait ça puisque Casper Van Dien n'est qu'un exemple parmi plusieurs autres d'acteurs de sitcom qu'il a débauché. Je vous avoue par contre qu'un détail me trouble. Dans Rollerball, comme d'ailleurs dans American Pie, le personnage de Chris Klein a du mal à pécho. Imagine un patelin où même les bouffons blancs dans ton genre arrivent à tirer leur co. Je te crois pas. Donc Bob le Moche accepte et devient en une ellipse la plus grande star de l'histoire du rollerball. Parce que c'est l'élu. Non, bon, c'est une blague qui marche que si on sait que c'est Keanu Reeves qui devait avoir le rôle. Et on a du coup le droit d'assister à un match de rollerball qui va nous permettre, bon, déjà d'en apprendre les règles parce qu'apparemment elles sont répétées au début de chaque match. L'équipe qui entre en possession de la balle doit d'abord parcourir le terrier de lapin. Blablabla, on s'en fout, et de nous introduire au reste des personnages du film en plein concours d'accent raciste. C'est vraiment très simple. Aussi simple que d'utiliser Lifestyle, le préservatif pour les femmes avant un rapport. Gagné haut la main ma foi par notre Jean Reno national qui s'il avait été mathématicien aurait pu faire des calculs et ça aurait fait une super blague. Mais qui ici se contente d'interpréter Alexis Petrovitch, le Sepp Blatter russe du rollerball, et qui se double lui-même pour la version française du film, ce qui signifie qu'on a le droit en VF à Jean Reno qui parle français avec un accent russe à couper au couteau, doublé Jean Reno qui parle en anglais avec un accent russe à couper au couteau, et ça, mes amis, passez-moi l'expression, mais c'est de la bombe de balle. Vodka. Bref, le match se déroule normalement jusqu'au moment où un des joueurs de l'équipe de Bob le Moche se fait fumer la gueule, ce qui a pour effet de faire grimper l'audimat instantanément. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un copain qui meurt la tête éclatée sous nos yeux? On se la donne? En disco club. Heureusement, entre deux shots de Vodka. nos héros sont rattrapés par leur lucide perspicacité et commencent à se poser moult questions qui, j'en suis sûr, ne vous ont pas du tout effleuré l'esprit jusqu'ici, telles que « Hey, c'était quand même chelou cet accident, non ?» Frappé par un éclair de clairvoyance étrangement teinté d'idiote innocence, Bob le Moche prend une décision. J'ai envie de parler. Faut qu'on le dise à Petrovitch. Pardon, quoi? Faut qu'on le dise à Petrovitch. Non mais ça j'ai bien compris, mais avant. Voilà, ce jump cut, la sortie nulle part, qu'est-ce que c'est quoi ça? Ça signifie quoi? C'est une ellipse? Ça veut dire qu'il se téléporte de quelques centimètres peut-être? Désolé, là je fais mon connard tatillon, mais j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. C'est quand même super chelou, vous en conviendrez, d'autant que si vous tendez un peu l'oreille, J'ai envie de parler. Faut qu'on le dise à Petrovitch. y a pas de coupe dans la musique. Donc ça veut dire... ça veut dire que la bande-son a été ajoutée aux images, donc le moment qu'on nous montre ne s'est pas vraiment passé... Oh mon dieu, on est dans un film... Mais oui, d'accord, évidemment qu'on est dans un film, mais je veux dire, c'est pas normal que je m'en fasse la remarque. C'est juste une erreur de montage. Certes, peut-être, mais elle est absurde. Regardez, la situation est simple. On a un personnage qui se tourne vers la mezzanine, voit la porte du bureau de Petrovitch et décide que... Faut qu'on le dise à Petrovitch. Une situation plutôt simple donc. Sur la porte du bureau, il y a 3 plans qui se suivent, chacun avec des échelles de plans différentes. Large, moins large et encore moins large. Il suffisait de prendre le plan où il regarde en l'air et de le mettre entre un des plans en question. Que le syndicat de Paris les a sûrement forcés à faire ça ou quelque chose dans ce genre-là. Notre écraseur et on joue les playoffs. Tu peux pas essayer de la boucler? Non, si j'ai envie de parler. Faut qu'on le dise à Petrovitch. Ce qui en plus respecte exactement la durée de la séquence, donc c'est quand même une erreur très très chelou. Qui, étrangement, se répète tout au long du film. Des jump cuts, des actions répétées 2 fois, des ralentis complètement aléatoires suivis de jump cuts. Ce film bégaye, quelqu'un fait bégayer ce film et je trouve ça très étrange. Bref, tu disais. Faut qu'on le dise à Petrovitch. Mais non mais ça aussi c'est n'importe quoi. Il te semble vraiment honnête, lui, le milliardaire à la tête d'un sport underground ultra violent dont le championnat se déroule dans ce qui est très nettement décrit comme une dictature totalitaire? Faut qu'on le dise à Petrovitch. Bien, au nom du Tout-Puissant, de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te donne le nom de Bob le Con. Bref, après avoir craché le morceau, Bob le Con rejoint sa chère et tendre, une autre joueuse de rollerball qui lui a préparé une super soirée, Charmant. et lui explique, attention à ne pas vous chier dessus de surprise, que Petrovitch est un traître. Ça va, j'ai pas fait. Ils décident donc de se la jouer Scooby-Doo et d'enquêter eux-mêmes sur l'affaire, mais sont piégés par un homme de moufle. C'est un homme de main qui sait pas se battre. Ce qui confirme leurs soupçons et les persuade d'être au cœur d'une sale affaire de corruption. Après ça, on prend un avion et on s'envole pour la Mongolie. Je ne veux rien savoir. Et match après match, accident après accident, l'étau se referme sur le Scooby Gang jusqu'à ce que Ladies Love Cool James lui-même soit victime de ce terrible sport qu'est le jeu de boules. L'heure n'est plus à la galéjade, il s'agit de mettre les voiles pronto et à peine sortis de l'hôpital, Ladies Love Cool James et Bob le Con se carapatent et filent droit vers la frontière russe. Bon, on arrête tout. Mais non mais pas tout. Le petit chien? Rallume la lumière. Ça marche pas. Alors, mets un night shot. Voilà. Ça, c'est un night shot.
À plus lumière, night shot. Ça vous choque pas parce que vous savez que je suis filmé et que la caméra qui me filme existe puisque je m'en sers pour m'adresser à vous. Mais si je devais faire un contre-champ, Bonsoir. ou une séquence de fiction, tiens vas-y Jérém, fais une séquence de fiction, Hélas, pauvre Yorick. Je le connaissais bien, Horatio. alors je me contenterais de faire une ambiance de nuit parce que les caméras qu'on utilise n'existent pas dans la diégèse, donc l'univers interne de l'émission. Dans le cas de Rollerball, on assiste à quelque chose de très étrange encore une fois. Les caméras ne sont pas au même endroit que les personnages. Les personnages sont en train de se tirer la bourre poursuivis par des avions au Kazakhstan, dans la diégèse du film, et les caméras, elles, sont en train de filmer des acteurs à Lethbridge, à Alberta, au Canada, sur le tournage du film. Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Chroma. Hey, vous connaissez Pelicano, Jérémy? Tu connais Pelicano? Oui? Tu peux me préparer un petit sujet sur Pelicano pour pas que j'ai à faire d'intro? Non? En échange de ce superbe pins qui résume à merveille la fin d'une époque et qui semble faire briller tes yeux de désir? Et il y a là, au rythme des battements frénétiques d'un cœur pur, inondé d'envie, voyageant tout droit vers la lointaine lumière vacillante de l'espoir, entraîné par le furieux tourbillon des mots, son esprit engorgé de savoir, s'enivrant jusqu'à l'extase, à la cascade de la connaissance. Oh, voyageur à l'âme immaculée. Merci. Donc, laissez-moi vous parler de Pelicano. El Pelicano es un género de aves marinas, famoso por su enorme pico. Muy grande, picos. Ok, je vais faire moi-même. Donc, laissez-moi vous parler de l'affaire Pelicano. Tout commence le 20 juin 2002, lorsqu'Anita Bush, journaliste au magazine Hollywood Reporter, découvre sur le pare-brise de sa voiture une rose rouge, un poisson mort et le mot stop écrit sur une note. Elle travaille alors sur deux affaires. La première concerne les liens qu'entretiendrait Steven Seagal avec la mafia, et la seconde s'intéresse à Michael Ovitz, ancien président de Disney qui, comme Steven Seagal, fait régulièrement appel au détective privé le plus en vogue à Hollywood qui s'appelle Pelicano. Anthony Pelicano, et c'est la raison pour laquelle Jérémy ne pourra sûrement pas terminer sa superbe mais à jamais incomplète collecte de pins. Lors d'une perquisition chez Pelicano, les agents découvrent que ce dernier est en possession déjà d'une flopée d'armes et d'explosifs, ce qui n'est jamais très rassurant, vous en conviendrez, mais surtout d'une gigantesque quantité d'enregistrements illégaux faits à l'insu de ses clients, des enregistrements qui concernent tout le gratin d'Hollywood. Très bien, celui qui s'occupe des illustrations est immédiatement renvoyé. Après la pause déjeuner. En fait, Pelicano enregistrait tout. Les conversations avec ses clients, avec les avocats de ses clients, avec ses propres avocats. Il avait des dizaines d'heures d'enregistrements archivés, avec, dans le tas, évidemment, un paquet d'infos compromettantes. Et en temps normal, ce genre de scandale de tabloïd ne m'intéresse absolument pas, sauf qu'en l'occurrence, il y a un enregistrement qui va avoir une importance considérable. L'enregistrement en question concerne le réalisateur John McTiernan, qui en 2002 demande à Pelicano de mettre sur écoute Charles Roven, son producteur, qu'il soupçonne de vouloir saboter le tournage d'un de ses films. C'est la deuxième fois qu'il fait appel à Pelicano après avoir déjà recouru à ses services en 1997 pour son divorce. En 2006, un agent du FBI appelle McTiernan au téléphone et lui demande combien de fois il a fait appel à Pelicano. McTiernan répond une seule fois pour mon divorce et n'évoque pas la mise sur écoute de son producteur. Et ça s'appelle mentir à un agent fédéral. Et c'est rarement une bonne idée. C'est vrai. Quelle couleur? Bleu? Bref, l'affaire détruira la carrière de McTiernan et lui fera purger une peine de prison d'1 an en 2012, ce qui fait de lui la seule et unique personne, excepté Pelicano évidemment, à avoir été condamnée dans cette affaire. L'ironie étant que, selon la loi américaine, la mise sur écoute tombait sous le coup de la prescription, donc s'il avait simplement dit la vérité, il aurait jamais été emmerdé pour ça. Et aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser au film qui est à la source de toute cette histoire. Le film que John McTiernan, sûrement un des réalisateurs d'action les plus décisifs de ces 30 dernières années, considérait comme tellement important qu'il a été prêt à risquer sa carrière et sa vie pour le sauver. Ça doit être un super film. Pingouin. Quoi? Pardon. Joker. Alors, Rollerball est un film nippo-germano-américain sorti le 8 février 2002 aux États-Unis, réalisé donc par John McTiernan, génial réalisateur responsable des fantastiques Predator, À la poursuite d'Octobre Rouge, Last Action Hero et surtout Die Hard 1 et 3, deux films d'action majeurs dont le premier a sûrement redéfini le genre. Excusez du peu. Le film est le remake d'un long métrage de science-fiction éponyme de Norman Jewison sorti en 1975, qui lui-même est l'adaptation de la nouvelle Rollerball Murder de William Harrison. Très étrange, vous disais-je. Parce que, de deux choses l'une, soit vous ne savez pas du tout ce qu'est un night shot, auquel cas vous allez juste vous demander pourquoi c'est ouvert, soit vous savez très bien ce que c'est, donc vous savez que ça n'a pas de sens que les caméras en soient équipées parce qu'elles n'existent pas dans le film. Et chose encore plus dingue, cette scène a été un vrai challenge technique et toute l'équipe a dû bosser avec des lunettes à vision nocturne pour la tourner, ce qui signifie qu'il s'agit d'une vraie intention de mise en scène. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'on y reviendra. Tu peux rallumer pour de vrai cette fois. Donc ils sont poursuivis, Jean Reno bute Ladies Love Cool James et rattrape Bob Lecon pour l'obliger à continuer sa carrière. Ce dernier fait semblant de jouer le jeu à condition que sa chair et tendre soit mutée dans une autre équipe, mais Jean Reno, qui semble très attaché à rester dans sa caricature raciste de russe fourbe, le piège en la faisant jouer dans l'équipe que Bob Lecon doit affronter le soir même. Ce qui nous amène au troisième et dernier match du film avec la petite particularité qu'il n'y a plus qu'une seule règle. Il n'y a plus de règle. Ah bah si, il y en a au moins une. T'as dit qu'il n'y en avait plus qu'une. Du coup, il y en a une. Sauf que si la règle, c'est qu'il n'y en a plus, alors il y en a plus, mais du coup, il n'y a pas celle-là non plus. Et donc, il y en a, parce qu'il n'y a plus celle où il n'y en a plus.
Non mais parce que si on dit qu'il y en a plus qu'une... C'est donc un combat à mort que vont se livrer les participants de cet ultime match puisqu'il n'y a plus de pénalité d'aucune sorte. Les adversaires de Bob Lecon s'en donnent à cœur joie en lui bousillant la gueule et je les en remercie pour les jolies grimaces qu'ils nous offrent en retour. Et poussé à bout, notre héros fait une ultime pirouette qui excite à mort le présentateur et défonce la tête de Jean Reno avec une rollerball qui, je pense, rebondit sur le clavier du monteur du film. Dernière confrontation, Jean Reno tire au fusil à pompe sur Bob Lecon qui part la balle avec un tabouret. Pas très puissant ce fusil à pompe. Et le bras droit de Jean Reno, qui jusqu'ici n'avait aucune importance, fait office de boss final, que Bob fait valdinguer d'un coup de fusil à pompe. Plutôt puissant ce fusil à pompe. Et attention, on arrive à la fin, et je suis pour le coup obligé de vous la spoiler comme un porc pour pouvoir aboutir à ma conclusion, mais en même temps il y a vraiment aucune surprise dedans. Donc le gentil gagne, il se barre avec la fille, tout va bien, il y a une révolution de fou dans le pays, et c'est la fin de Rollerball de John McTiernan. Et ma conclusion va nécessiter quelques précisions. Pour commencer, Rollerball de John McTiernan n'existe pas. Oh, mais non, mais c'est pas fini, bande de cons. Merci. Le film que vous venez de voir est une version charcutée, mutilée, déchiquetée de Rollerball de McTiernan. Il est de notoriété publique que le résultat est diamétralement opposé à ce que le réalisateur désirait. La faute à une longue série de désaccords entre ce dernier et ses producteurs, qui culminera dans la mise sur écoute de l'un d'eux par McTiernan, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo. Et tout un tas de défauts du film découlent directement de ces mésententes, qui ont été un prétexte à d'innombrables réécritures et remontages. C'est comme si on se retrouvait devant un repas qui aurait été mangé, puis vomi, puis remangé par quelqu'un d'autre, puis revomi, puis remangé, puis revomi, puis remangé. Puis chier. Et c'est évidemment pas le seul. Nombre de films, et particulièrement de films hollywoodiens à gros budget, ont souffert de ce traitement. Mais le cas de Rollerball est très particulier. Et pour comprendre pourquoi, on va partir d'une thèse assez simple. Et ma foi, très bien décrite dans le très bon livre d'Éric Dufour, La valeur d'un film, que je vous recommande volontiers. Tous les films sont politiques. Bon, jusqu'ici c'est un peu con, tout est politique, juin. Mauvais mois. Mais tous les films, du moins tous les films figuratifs, sont politiques à deux niveaux différents. En premier lieu parce qu'ils mettent en scène des individus, et donc des rapports sociaux entre des individus. Déjà, ça décrit forcément un système politique, économique et social, mais il n'y a pas que ça. La façon dont les films sont découpés, la façon dont les films sont montés, est politique. Et je vous propose de me suivre dans cette magnifique machine à remonter le temps. Bon, c'est juste un truc pour embobiner la VHS, mais bref. On est dans les années 20. Non mais pas littéralement. Et dans les années 20 s'opposaient déjà plusieurs façons de percevoir le montage. Dans le cinéma américain d'abord, D.W. Griffith, un réalisateur extrêmement célèbre, a déjà perfectionné une structure de récit qui est encore aujourd'hui d'actualité dans tout le cinéma hollywoodien d'ailleurs, et qui consiste à utiliser le montage pour rendre le film homogène et fluide. Je vais pas m'attarder sur le comment et le pourquoi de cette fluidité parce que je reviendrai dessus dans un autre épisode en utilisant un autre livre. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette homogénéité n'est pas neutre comme on pourrait le penser si on est habitué au cinéma américain. Elle est orientée politiquement et a même été considérée comme bourgeoise par quelqu'un qui, pour le coup, est un des cinéastes et théoriciens russes les plus fantastiques qui ait jamais existé, Sergei Eisenstein. Alors évidemment, si vous êtes un tant soit peu cinéphile, vous connaissez très bien Eisenstein, mais si ce n'est pas le cas, je vous ordonne de voir ses films et de vous plonger dans son cinéma et dans ses théories puisqu'il a aussi beaucoup écrit. Et d'ailleurs, internet le permettant, je vous laisse un lien vers une excellente conférence de Jacques Aumont au Forum des Images qui vous expliquera tout sur le concept de montage d'attraction. Eisenstein donc, en opposition à la fluidité de la structure du récit américain, propose ce qu'il appelle le montage dialectique. Et là, pour le coup, je cite directement Éric Dufour dans La valeur d'un film qui dit que c'est la même technique que dans le cinéma américain, mais utilisée autrement, qui permet de faire advenir un montage organique, qui transforme le contenu et fait même advenir un nouveau contenu, une vision marxiste de la société. Ce nouveau contenu advient lorsque la série successive de gros plans permet de donner une image, un visage, aux opprimés qui d'un seul coup décident de lutter. La série intensive de gros plans, c'est la révolution qui naît. Et qu'est-ce que j'ai dit à la fin de la chronique sur Rollerball ? Vomi, remanger, revomir, chier. Non, j'ai évoqué très rapidement que ça se termine par une révolution. Si je l'ai évoqué très rapidement, c'est simplement parce que ça passe très rapidement dans le film. Et si ça passe très rapidement dans le film, c'est simplement parce que le film a été charcuté. Il y avait tout un autre film avec pour point central cette révolution dans Rollerball, qui a été simplement découpé du scénario. Et à partir de là, je suis obligé d'en rester à des suppositions du coup, mais selon moi, l'enjeu du film était de faire un grand film politique populaire, anticapitaliste, dont la charge pamphlétaire serait aussi contenue dans sa structure, autant dans la forme que dans l'histoire du film. C'est pour ça, selon moi, que l'intrigue a été déplacée vers l'Est, par exemple, l'original se passant aux États-Unis. C'est aussi pour ça, selon moi, qu'existe cette séquence Night Shot, qui peut déjà beaucoup mieux se comprendre quand on admet que l'homogénéité et la cohérence narrative du film ne comptent pas, et que les plans sont des idéogrammes chargés de sens. Là, en l'occurrence, il y a une volonté de rappeler aux spectateurs les images de la première guerre du Golfe. Sauf que vu que le message politique du film a été aspiré, on se retrouve juste devant une séquence toute verte. Par contre, il y a un truc que je ne m'explique pas du tout, c'est ce bruitage.
Ça, j'ai trouvé la réponse dans aucun livre. Et je dirais aussi, pour finir là-dessus sur une touche de poésie, que toutes les petites erreurs de montage parsemées dans le film sont comme des cicatrices d'une opération réalisée par un trafiquant d'organes alcooliques. Des cicatrices pleines de pu. Donc, les coupes qu'a dû subir Rollerball ne sont pas juste un acte de censure esthétique, genre on va en amoindrir la violence comme ça se fait tout le temps. Enfin si, il y a aussi eu ça, il y avait vachement plus de sang à la base, mais surtout il s'agit d'un retournement idéologique, qui s'est opéré en modifiant la forme du film, en la forçant à adopter une structure plus américaine, avec un héros qui a sa place logique de héros. Et le choix d'acteur, qui me paraissait ironique, devient normal. Le film ressemble à son personnage principal, et ça aurait eu tout autant de sens avec Keanu Reeves, justement parce qu'il est l'élu. C'est comme une greffe forcée d'Hollywood. Et ça sera ma dernière métaphore chirurgicale, mais c'est pas fini. Putain, j'ai un voisin. Encore une fois, je vous rappelle quand même que ce que je le dis sur un film qui n'existe pas, donc tout est à prendre avec des pincettes, mais il y a quand même déjà pas mal d'audace de montage qui me permettent de dire qu'on sent que le montage a été aseptisé, ou hollywoodisé, je sais pas si ça se dit. Et en plus de ça, il y a encore un autre degré de subversion qui venait s'ajouter, puisque je pense que cette idée, il aurait pu la faire passer à un large public américain par un biais que je trouve très bien trouvé. Le clip. Puisque s'il y a bien un endroit où tout le monde admet sans broncher les audaces de montage, c'est le clip. Il y a une tonne de clips qui contiennent des excentricités de montage qu'on trouve plutôt dans le cinéma expérimental. Et dans Rollerball, on sent clairement, et ça même dans le film qui existe, une volonté de détourner les codes d'MTV. Mais vu que toute la